Pour commencer, nous allons laisser la parole à Patricia Réan du CHU de Bordeaux, qui va traiter la prise en charge cardiologique. À toi, Patricia. Merci, Olivier. Donc, avant d'aborder la prise en charge spécifique qui est très importante pour ralentir la maladie, on va aussi parler dans la partie cardiologique parce que forcément, on a un rôle à jouer aussi de ce côté-là. Vous savez que l'atteinte cardiologique de la maladie de Fabry, on a bien compris que ce n'était pas complètement une CMH comme une autre, c'est une hypertrophie ventriculaire gauche associée à une hypertrophie du ventricule droit. Très souvent, cette hypertrophie va générer une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, avec principalement d'abord de la dysfonction diastolique qui va être ensuite éventuellement évoluée vers de la dysfonction systolique. Donc c'est des patients qui sont susceptibles de faire de l'insuffisance cardiaque, d'avoir des symptômes d'insuffisance cardiaque, de faire des troubles du rythme ventriculaire ou atriaux, d'avoir des troubles de conduction, on l'a déjà bien vu, et puis également une insuffisance chronotrope qui est très fréquente. Finalement, c'est des symptômes qu'on voit très fréquemment dans une autre maladie qu'on rencontre bien souvent, c'est notamment les amyloses cardiaques. C'est vrai que ça ressemble beaucoup dans la présentation. L'interrogatoire et l'examen clinique du patient vont rechercher les symptômes cardiologiques classiques, notamment on s'interrogera si le patient a une dyspnée d'effort, s'il a des douleurs thoraciques à l'effort ou en dehors de l'effort, s'il a des signes qui peuvent évoquer un problème conductif ou rythmique comme des palpitations ou des malaises lipothymiques, voire des syncopes. C'est important d'insister et de bien questionner parce que parfois, juste sur la première question, le patient ne va pas répondre, mais en demandant chaque situation particulière, on pourra parfois avoir l'information. On va rechercher forcément aussi à l'examen un souffle, parce qu'on a des atteintes valvulaires aussi. Il n'y a pas que le myocarde qui s'infiltre, il y a aussi les valves. On peut avoir une insuffisance mitrale, un degré de rétrécissement aussi des feuillets aortiques et mitraux. Donc ça se recherche et éventuellement ça se prend en charge. Et puis, on a parfois des signes d'insuffisance cardiaque congestive et éventuellement des épanchements péricardiques qui peuvent également s'associer. Dans le suivi recommandé et le bilan de suivi cardiologique recommandé, c'est bien indiqué dans le PNDS pour le suivi des patients Fabry et aussi dans les consensus d'experts. Il est important de bien interroger le patient et de l'examiner avec électrocardiogramme tous les 6 à 12 mois, surtout s'il y a une atteinte cardiaque déjà décelée comme une hypertrophie ventriculaire gauche ou des symptômes. On peut espacer un peu plus chez un patient qui n'a pas du tout d'atteinte cardiaque déjà développée. L'échocardiographie est recommandée de manière annuelle chez les patients de plus de 18 ans et l'IRM cardiaque plutôt à partir de 25 ans, couplé systématiquement à du T1 mapping avec étude des rehaussements tardifs. Et il est recommandé dans le PNDS de la réaliser tous les 2 à 5 ans. Alors forcément, on va s'adapter au cas de figure. Si c'est une femme et on sait que l'hypertrophie ne va pas forcément être le premier élément d'atteinte cardiaque, peut-être que chez une femme, c'est mieux de le répéter de manière plus systématiquement tous les 2 ans, voire un peu plus rapproché quand on se rapproche de 35-40 ans. C'est un peu ce qu'on fait en pratique parce qu'on voit qu'il y a des atteintes qui peuvent apparaître entre 30 et 40 ans. Les Holter ECG, on a parlé déjà à l'instant, 24 heures, c'est vrai que c'est court, 48 heures, c'est ce qui est noté dans le PNDS, mais bien sûr, ce n'est pas forcément l'idéal. On peut aller jusqu'à du longue durée, surtout si on ne décèle rien et que le patient est symptomatique. Donc il ne faut pas hésiter à le répéter, en tout cas de manière systématique, même s'il se plaint de rien. Et en tout cas, avoir un œil sur ce qui peut être trouble de conduction ou trouble du rythme. L'examen d'effort, ça peut être une épreuve d'effort VO2, une échographie d'effort, c'est recommandé tous les 2 à 3 ans. Alors évidemment, si un patient a une hypertrophie ventriculaire gauche et qui se plaint de dyspnée d'effort, ça peut être utile de le réaliser pour rechercher aussi une obstruction intraventriculaire. C'est rare dans la maladie de Fabry, mais c'est possible, surtout quand il y a une dyspnée d'effort associée et une hypertrophie. Les biomarqueurs, c'est recommandé de faire de manière annuelle le débit de filtration glomérulaire, le NT-proBNP, la troponinémie ultrasensible.
Pour ce qui est de la prise en charge vraiment thérapeutique cardiologique, on va traiter donc des symptômes, on ne va pas traiter une atteinte cardiaque. Un patient qui a des signes d'insuffisance cardiaque, c'est à peu près 25% des patients avec maladie de Fabry. Ça va être principalement une insuffisance cardiaque sur dysfonction diastolique dans un premier temps. On va l'objectiver parce qu'on a des pressions de remplissage augmentées, parce qu'on a un strain qui est diminué avec une fraction d'éjection qui est conservée. On va éventuellement donc rechercher cette obstruction à l'effort si on la suspecte, et c'est pas si rare que ça. Dans une étude londonienne, ils ont mis en évidence à peu près 50% de patients qui étaient obstructifs à l'effort chez des patients qui avaient une CMH sur maladie de Fabry, sans obstruction de repos, mais une dyspnée d'effort. Alors, sur le plan thérapeutique, on va donc essayer d'améliorer le patient par rapport à ses symptômes, mais il y a des médicaments qu'on ne va pas pouvoir utiliser comme les CMH classiques. Notamment les bêta-bloquants, c'est comme pour les patients avec une amylose, on va les utiliser avec une très grande précaution, notamment parce qu'il y a ce problème des troubles de conduction qui peuvent être entraînés, il y a cette insuffisance chronotrope qui est très fréquente et qui est majorée forcément par les bêta-bloquants, et puis parce qu'on va avoir un débit cardiaque qui va être diminué du fait de ce petit volume ventriculaire sur cette hypertrophie concentrique diffuse. Donc les traitements de l'insuffisance cardiaque classique qu'on peut utiliser plus volontiers, en cas d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, on va s'appuyer sur les autres piliers, les IEC, les ARA2, la spironolactone, les diurétiques, et puis on a aussi les glyphosines. Il n'y a pas d'étude dans cette population qui a été réalisée, mais on peut aussi se poser la question, surtout aussi en parallèle, il faut quand même consulter le néphrologue s'il y a une atteinte rénale associée. En tout cas, c'est quelque chose à éventuellement discuter. Et puis sur les stades avancé où il y a une indication de pacemaker ou de défibrillateur, on peut être amené à se poser la question de resynchroniser d'emblée le patient, puisque c'est des patients qui vont évoluer avec une dysfonction systolique à terme sur l'avancement de la maladie. Concernant les douleurs thoraciques, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, un patient qui a une maladie de Fabry et qui a une hypertrophie ou qui n'en a pas et qui se plaint de douleurs thoraciques surtout à l'effort, on va aller d'emblée à la coronarographie ou au coroscanner, c'est une recommandation de classe 1C. Par contre, si c'est des douleurs thoraciques atypiques, on peut se positionner d'abord sur une recherche d'ischémie. Bien sûr, ça sera moins performant, mais ça permet d'avoir des premiers éléments. Chez un patient qui a d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, on ira forcément plus volontiers à l'analyse imagerie coronaire d'emblée. Et puis sur le plan thérapeutique, on a toujours des traitements à utiliser avec précaution, donc ce n'est pas une CMH classique, on évite la bradycardie, on fait attention si on utilise un peu de bêta-bloquant, on ne sait pas complètement rédhibitoire, mais il faut vraiment être très vigilant. Pareil pour le verapamil, le diltiazem ou l'ivabradine. On utilise volontiers de l'aspirine à faible dose, du fait qu'il y a cette dysfonction endothéliale aussi qui se surajoute, volontiers chez les patients qui ont une atteinte hypertrophique, un peu de manière systématique d'ailleurs. On peut utiliser les calciques et éventuellement les nitrés. Et puis chez un patient pour lequel il y a une lésion coronaire sur les coronaires principales, on va privilégier plutôt les angioplasties parce que c'est des patients qui ont quand même un haut risque opératoire. Pour ce qui est des troubles de conduction, on l'a un peu évoqué déjà, il faut savoir rechercher ces anomalies. Les recommandations sont souvent les recommandations classiques pour l'implantation des pacemakers. C'est sûr qu'un patient qui a un trouble de conduction de haut grade, il a une indication à mettre un pacemaker. Ça peut être aussi un patient qui a une insuffisance chronotrope très symptomatique et qui a été objectivé par un test d'effort, ou une bradycardie inappropriée avec dysfonction sinusale importante, ou pour lequel on a une alternance avec de la fibrillation auriculaire et on veut pouvoir cadrer les choses. Donc en général, par contre, c'est comme pour les patients avec amylose, on essaye de régler une stimulation entre 70 et 80 battements par minute pour pas qu'il soit trop bradycarde parce qu'il a besoin d'assurer un débit minimal. Pour ce qui est des arythmies supraventriculaires, l'anticoagulation est recommandée en cas de CMH avec un épisode de FA paroxystique, c'est-à-dire que tout patient qui va faire une hyperexcitabilité atriale qui dure plus de 30 secondes et qui a une maladie de Fabry avec une atteinte hypertrophique, il va y avoir une indication à mettre en place le traitement anticoagulant. Alors il n'y a pas de choix, de discussion sur le choix, les AOD sont tout à fait applicables, c'est d'ailleurs ce qu'on fait le plus en pratique. Après ça dépend s'il y a une atteinte rénale avancée, où là il y a une discussion pour les AVK avec le néphrologue.
Bien sûr, le choix des antiarythmiques, vous avez compris, va être épineux. C'est des patients pour lesquels on va utiliser avec précaution, encore une fois, les bêta-bloquants. On a une contre-indication à la flecainamide. On a l'amiodarone qui n'est pas très recommandé quand on a une utilisation des enzymes mothérapie substitutive parce que ça va diminuer l'efficacité. Donc on est vraiment assez coincé et très souvent, si on a une FA qui évolue depuis peu de temps, ça peut être bien d'aller assez vite à l'ablation radiofréquence parce que justement c'est là qu'on va pouvoir avoir une meilleure efficacité. Il ne faut pas attendre que la maladie soit trop avancée avec des grosses oreillettes pour se poser la question de l'ablation radiofréquence. Et parfois, malheureusement, quand on a aussi la maladie qui est avancée avec des troubles de conduction, on va être obligé et de la fibrillation qui est mal contrôlée, on va devoir avoir recours au pacemaker et éventuellement l'ablation du VIS. Pour ce qui est du risque rythmique ventriculaire, Nicolas en a parlé tout à l'heure, les recommandations classiques pour les CMH sarcomériques ne sont pas applicables, on ne peut pas utiliser le score de risque de l'ESC. Ça va être des discussions spécialisées, et bien sûr le débat est autour des paramètres qu'il faut conditionner pour discuter le défibrillateur en prévention primaire. En prévention secondaire, on se pose moins de questions forcément, mais quand on a une atteinte cardiologique sévère, qu'on a une hyperexcitabilité ventriculaire importante, une fibrose surtout extensive avec altération de la fraction d'éjection, des syncopes inexpliquées, une mort subite chez un apparenté, tout ça, on n'a pas forcément tout ça chez un même patient bien sûr, sinon il aurait déjà le défibrillateur, mais voilà, c'est tous des éléments sur lesquels il faut être attentif et dès qu'ils se cumulent, ça peut être des arguments pour discuter de manière pluridisciplinaire dans une équipe spécialisée de l'indication du défibrillateur qui va se coupler, comme on a dit tout à l'heure, éventuellement à la resynchronisation d'emblée. Nicolas en a parlé, les facteurs de risque cardiovasculaire sont très importants également à prendre en charge. On a parlé du tabagisme, le surpoids, la sédentarité. C'est des patients qui vont ne plus faire d'efforts parce qu'ils ont des douleurs périphériques quand ils font des efforts. Donc si les douleurs passent avec le temps, c'est bien de les encourager à essayer de reprendre une activité physique justement pour se prévenir sur le plan cardiovasculaire d'autres complications. Il faut être assez agressif sur la dyslipidémie, sur l'hypertension artérielle. On utilise volontiers dans l'HTA les IEC et les ARA2 qui ont aussi une vertu protectrice rénale. Et puis également, il faut être très actif sur le diabète parce que c'est des patients qui vont avoir l'atteinte à la fois cardiovasculaire mais aussi rénale. Et quand il y a ces facteurs-là en plus, on augmente leur risque de faire un AVC, une complication très grave. L'éducation thérapeutique, c'est quelque chose qui a une place grandissante dans ces maladies. Plus les patients vont connaître mieux leur maladie, on va pouvoir les rendre plus actifs, plus détendus et aussi plus attentifs à limiter les situations qui sont un risque pour eux. C'est aussi une occasion d'échange entre les patients. Ça doit être réalisé dans des centres ou avec des équipes qui sont formées à l'éducation thérapeutique et qui connaissent bien la maladie de Fabry également pour pouvoir poser une aide, un support sur le plan cardiologique et autres. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans la prise en charge cardiologique, elle est quand même différente de la CMH classique. C'est également différent du traitement d'insuffisance cardiaque, mais on va prévenir les complications dont on a parlé et on va utiliser avec précaution les bêta-bloquants, voire pas du tout quand on n'en a pas forcément besoin. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Patricia. Donc, comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions en ligne qu'on fera suivre. Et moi, d'ores et déjà, j'avais plusieurs questions là au fil de ta présentation qui étaient par ailleurs très claires. Est-ce que tu envisages un suivi différent ou une prise en charge différente sur le plan cardiologique entre les hommes et les femmes déjà? Selon qui est... alors, si c'est un homme ou une femme, est-ce que tu appliques exactement le même suivi, les mêmes examens, ou est-ce que tu différencies ton suivi en fonction du sexe? Alors, ce n'est pas juste la question du sexe, c'est aussi la question de l'âge qui va avec. En effet, une femme qui a plus de 30 ans, je vais rapprocher le suivi au moins tous les 12 à 24 mois maximum, en tout cas pour l'IRM.
Je vais rapprocher les récurrences d'IRM à partir de l'âge de 30 ans. Alors que chez un homme, on a souvent fait, il y a déjà eu la mise en place du traitement qui s'est faite avant et on a moins souvent la question de justement de trouver l'atteinte la plus précoce. Donc la question de traiter plus précocement amène aussi à la question de rapprocher le suivi. Après, dès qu'il y a une atteinte cardiologique, que ce soit chez un homme ou chez une femme, on va avoir un suivi plus rapproché en fait. Donc chez la femme non traitée, tu es quand même très vigilante en fait. Voilà. Ok. Pour pouvoir traiter le plus précocement possible et pas arriver après la fibrose. Ok. Et d'ailleurs, je me posais la question, est-ce que tu fais une différence, c'est une question vraiment naïve, en fonction de la mutation? Est-ce qu'il y a des mutations qui vont donner, qui vont précipiter le pronostic cardiologique ou donner plus des atteintes rythmiques, plus des atteintes valvulaires, je ne sais pas, ou tu fais le même suivi en fonction de... Alors, je dissocie pas personnellement en tout cas. Et une question, enfin, tu as abordé l'exercice physique. Et je me posais la question du sport. Comment tu gères, parce qu'en plus ce sont des patients qui peuvent être jeunes, qui ont légitimement envie d'avoir une activité physique régulière. Comment tu gères ça comme une CMH standard? Est-ce qu'il y a des particularités? Et quelle est ta politique globalement ou tes conseils pour ces patients? Parce qu'on va tous les avoir. Alors c'est clair que c'est des patients qui, du fait des acroparesthésies, vont être très réticents parfois à reprendre une activité physique parce que ça les a vraiment plombés quand ils étaient jeunes. Intolérants à l'effort. Voilà. Et donc parfois ces acroparesthésies, elles s'estompent au fil du temps, mais gardent cette peur d'avoir ces acroparesthésies à l'effort et du coup ils ne reprennent pas le sport. Alors il faut arriver à les encourager à faire des essais avec différents types de sports et trouver celui qui est le plus adapté finalement. Après, c'est pas évident de dire tel sport pour tel patient, mais en tout cas, il faut les encourager, je pense, à avoir une activité physique au moins modérée, régulière. Et quid de la compétition? Alors, on est rarement confronté à la question chez les patients Fabry. Je ne sais pas, Olivier, si tu as eu le... Moi, j'ai été rarement confronté à ça. C'est vrai que s'il n'y a pas d'atteinte d'organes et si le diagnostic a été fait sur un dépistage intrafamilial, on peut éventuellement autoriser avec la crainte du risque rythmique qui est difficile à évaluer. Mais c'est vrai qu'un jeune qui fait de la compétition, qui n'a pas de cardiomyopathie hypertrophique, qui n'a jamais fait de pépins ou de syncope ou autre, on l'autorise à faire avec des sports, je dirais, plus ou moins adaptés. Je pense qu'une forme classique de maladie de Fabry avec antécédent d'acroparesthésie ou acroparesthésie présente, c'est sûr que la piscine est en général et la natation est en général mieux tolérée que la course à pied, par exemple. Il y a des choix de sport que l'on fait comme ça. Une chose relatée par les patients, c'est que leur intolérance à la chaleur font que, par exemple, le sauna leur est insupportable. Ouais. Il y a des choses comme ça qu'on leur donne et qui sont le lit de l'éducation thérapeutique dont tu as parlé, mais c'est à la carte, mais c'est vrai que c'est difficile de les empêcher de faire des sports. Ce qu'on voit aussi dans d'autres maladies métaboliques où ils nous demandent. Moi, j'ai souvenir d'un rugbyman qui avait une maladie qui donnait une intolérance à l'effort. Bah, il arrivait à le faire. Donc, tant qu'il arrivait à le faire, on l'autorisait à le faire, quoi. Donc, c'est la carte. Ok. Juste peut-être, avant de passer à la présentation suivante, puisqu'on a un tout petit peu de temps, ce suivi-là, il est fait systématiquement en centre spécialisé ou il y a un suivi qui peut être fait avec plus de proximité, parce que les centres de référence, ils peuvent être souvent un peu loin. Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut systématiquement adresser pour un suivi systématique en centre de référence ou de compétences? Ou est-ce qu'on peut avoir un suivi de proximité? Alors, tout dépend de la proximité avec le centre de compétences ou de référence, mais c'est vrai que c'est tout à fait envisageable de faire un suivi partagé entre un cardiologue de ville de proximité et au moins une fois par an ou une fois tous les 2 ans dans le centre spécialisé en fonction de l'atteinte. Ouais. S'il y a une atteinte cardiaque, c'est sûr qu'il faut qu'il soit vu au moins une fois par an dans le centre spécialisé. Et puis, voilà, s'il y a une bonne communication, c'est très bien de faire un partage de prise en charge du patient. Ça, pour la réalisation des holters aussi, c'est quand même assez pratique pour les patients de ne pas avoir à faire les allers-retours sur des grandes distances. Ok, je te remercie. Bon, je pense qu'on va pouvoir passer à la prochaine présentation. Donc, je vais laisser la parole à Olivier Lidov qui va aborder les traitements ciblés ou en tout cas spécifiques et puis aborder aussi l'efficacité de ces traitements en fonction des profils. Merci Olivier. Beaucoup, professeur Lérès. Donc, je vais effectivement vous parler des traitements spécifiques et pour quelle efficacité. Donc, voici mes conflits d'intérêts.
Donc le plan que je vous propose de suivre, c'est d'abord une très brève introduction, un peu historique, voir les indications, y a-t-il une indication à un traitement spécifique, l'efficacité avec retour d'expérience, et je vous illustrerai ça avec un cas clinique très récent, pas plus tard que la consultation de lundi dernier, et puis quelques perspectives. Donc introduction très brève. L'origine des patients que l'on prenait en charge en médecine interne avec maladie de Fabry, vous voyez, il y a une dizaine d'années, leur provenance était très pléiomorphe puisque les patients provenaient de la médecine générale, de l'analyse génétique, le malade venait parfois lui-même, autres internistes, néphrologues, neurologues, pédiatres, dermatologues et autres. Et donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de... Et on avait appelé la maladie de Fabry à l'époque la nouvelle grande simulatrice. Les patients sont maintenant majoritairement diagnostiqués par les cardiologues. Les nouveaux cas cliniques sont majoritairement des cas index issus des enquêtes faites par les cardiologues avec majoritairement la cardiomyopathie hypertrophique. Et vous voyez que l'atteinte multi-organes est maintenant minoritaire en nombre de cas incidents. Une façon assez simple, et je rends hommage à l'orateur suivant qui sera donc Vladimir Mohin, qui a décrit que l'existence d'une cornée verticillée et ou d'acroparesthésie présente ou passée permettait de distinguer en cas de présence la forme classique de la maladie, et donc c'est un élément important. Si vous avez un de ces deux éléments-là, vous pouvez a priori prédire que le ou la patiente va développer une forme classique. Ça n'augure pas de l'âge, mais en tous les cas, c'est des arguments anamnestiques et sémiologiques importants. La physiopathologie de la maladie de Fabry me semble importante à rappeler. On n'a pas parlé depuis le début de la journée de gros foie et de grosses rates. Ce n'est pas une maladie de surcharge au sens maladie de Gaucher du terme par exemple. Et donc vous avez ici deux illustrations de ce qu'est la maladie. Ici une artériole rénale avec une lumière qui est diminuée de calibre avec deux noyaux, et vous voyez que les cellules endothéliales sont gorgées de sphingolipides. Et si l'on fait une biopsie endomyocardique ici, vous voyez que le septum et la paroi postérieure sont extrêmement épais chez ce patient, avec une chambre de chasse réduite, et on verra une importante fibrose cardiaque. Vous avez ici donc sur un travail qui a déjà été cité précédemment, j'insiste simplement sur une chose, c'est que sur l'ensemble des patients que l'on prenait en charge au centre de référence à l'époque, avec les hommes sur la partie supérieure de la diapositive et les femmes sur la partie inférieure, vous voyez que la zone la plus représentée, c'est l'errance diagnostique en gris, et vous voyez que l'aire sous la courbe la plus représentée pour l'ensemble de la cohorte à l'époque, et c'est encore vrai maintenant, c'est l'absence de diagnostic, et donc diagnostic fait en moyenne à 30 ans chez un homme et 35 ans chez une femme. Et donc ça nous renvoie à l'importance d'arriver tôt, si possible. Quelle est maintenant l'indication? Y a-t-il maintenant une indication à un traitement spécifique chez un ou une patiente? Bien entendu, la réponse à cette question est dépendante de plusieurs items qui sont l'âge du ou de la patiente que l'on a en face de soi, du phénotype classique ou cardiaque prédominant, de la réversibilité des atteintes d'organes, et on a parlé de la cardiomyopathie hypertrophique, mais ce n'est qu'un des organes. Que disent la littérature et les guidelines? Comme on vous l'a montré tout à l'heure, et je pense que Vladimir insistera dessus, le protocole national de diagnostic et de soins actualisé il y a 2 ans répond à un certain nombre de questions, et j'illustrerai ça sur des exemples rénaux. Je rappelle ici que la maladie de Fabry est une maladie maintenant qui touche la femme. Vous avez ici une illustration de la lyonisation ou inactivation au hasard d'un des 2 chromosomes X. Vous avez ici un tubule rénal d'une femme avec des cellules ayant inactivé l'X malade. Cette cellule, ici dans cette cellule, a été inactivé l'X sain, d'où la vacuolisation. Et donc vous avez une mosaïque cellulaire qui illustre le propos. Vous avez ici un plaidoyer fort pour dire que les femmes ne sont pas que vectrices mais également malades. Vous avez ici la probabilité de décès pour une femme hétérozygote, et vous voyez que donc vous avez ici les hommes, et à droite, concentrons-nous sur la diapo de droite, vous voyez qu'il y a quand même, par rapport à une population anglaise et irlandaise à l'époque en 2001, vous voyez qu'il y a quand même une perte de chance à l'échelon féminin. Elle est moins importante que pour les hommes, mais elle existe. Plusieurs études montrent d'ailleurs, en particulier en Allemagne et en Espagne, que les femmes avec maladie de Fabry et phénotype nécessitant théoriquement un traitement sont insuffisamment traitées. Et donc le message qui est que les
qui existait en 2001, les femmes sont vectrices mais pas malades et faux, et il faut maintenant les considérer, et ça, Patricia Réan l'a bien montré précédemment, elles sont malades et il faut les explorer et les traiter si nécessaire. Quels sont les traitements spécifiques à ce jour? On en a déjà parlé, les 2 enzymothérapies qui sont disponibles depuis 2001. On peut traiter, pour être précis, à partir de 7 ans et 8 ans respectivement en fonction des 2 enzymothérapies. Et on a la molécule chaperon avec une AMM datant plus récente, d'il y a quelques années, on peut traiter à partir de 16 ans. Il y a une autre enzymothérapie qui a très récemment obtenu l'AMM, qui est la pegunigalsidase alpha, donc une forme pegylée. Les espoirs que l'on a avec ce traitement sont une meilleure pharmacodynamie, une peut-être moindre immunogénicité qui a été un peu montrée par l'équipe de Lenders en Allemagne et Eva Brandt, et puis des perfusions mensuelles. Pour l'instant, l'AMM obtenue fait qu'il y a des perfusions tous les 14 jours, et donc il faudra attendre peut-être dans un deuxième temps, mais pour l'instant on n'aura pas ce traitement mensuel qui était une demande importante des patients. On avait il y a 2 ans, donc ça c'est issu d'une réunion du CETL, hein, donc traitement lysosome que l'on avait eu il y a 2 ans, on avait eu en fait une proposition d'essai qui nous avait été montrée avec 30 patients. Il n'y avait pas de centre en France, les résultats sont en attente, ils ne sont pas publiés à ce jour. Le seul papier que je peux vous citer est celui de Deraline Hughes, publié il y a quelques mois, qui montre qu'une quinzaine de patients ont été traités jusqu'à 48 mois, voire certains jusqu'à 5 ans, avec des efficacités qui sont dites équivalentes aux 2 autres enzymothérapies et avec une tolérance qui semble relativement bonne, mais c'est quand même un nombre limité de patients à ce jour. Pour l'efficacité, donc quel est le retour d'expérience? Déjà, quel est le choix entre agalsidase alpha et bêta? Et donc pour cela, je prends un papier, il y a 2 publications du même auteur qui est Regina Aldib, qui est une méthodologiste très solide brésilienne, qui a repris dans la Cochrane Database un papier que je ne vous montrerai pas sur les données d'essais thérapeutiques randomisés ou ouverts. Et ici vous avez l'ensemble des cohortes en ouvert, et vous avez dans chaque organes, donc vous avez le rein en haut, le cardiovasculaire au milieu et les événements cérébrovasculaires en bas. À chaque fois, vous avez des plots qui font agalsidase alpha en noir, patients non traités en marron et agalsidase bêta en vert. Vous voyez que sur les événements rénaux, il n'y a pas de différence entre les enzymothérapies et alpha puisque les plots se chevauchent. Vous avez ici sur l'alpha et non traité, ça se chevauche. En revanche, le bêta semble un peu mieux, mais en tous les cas que bêta fait mieux que les non traités. L'élément important est que bêta fait mieux que alpha et bêta fait mieux que les non traités sur les événements cérébrovasculaires. Ça, c'est un peu étonnant quand on considère que ces macromolécules ne passent pas la barrière hémato-encéphalique, mais c'est intéressant quand on considère qu'on est devant éventuellement une endotéliopathie spécifique. Souvenons-nous de l'artériole rénale que je vous ai montré précédemment. Et donc ça nous renvoie aussi à la physiopathologie des AVC qui sont majoritairement des AVC dernier près et qui sont très minoritairement des AVC cardio-emboliques avec des embolies à point de départ cardiaque. Ici, une autre diapositive un peu compliquée, je vais prendre 1 minute pour vous l'expliquer et peut-être que Vladimir y reviendra. Vous avez ici en fait une revue de la littérature que l'on avait fait en 2010. Au niveau 0, votre fonction rénale ne bouge pas. Plus votre curseur va à gauche, plus vous dégradez votre fonction rénale. Et les 3 barres noires sont le reflet de cohortes historiques de patients non traités. Donc Branton, c'est Médecine 2002, Schwarting 2006 et West 2009. Vous voyez que les patients dans ces cohortes avaient un déclin de la fonction rénale entre -8 et -12 ml/min, donc assez voisin d'un déclin de fonction rénale chez un patient diabétique hautement protéinurique. Vous avez ici en haut 3 études, West, agalsidase alpha, Breunig et Germain, agalsidase bêta, où dans ces 3 études, les patients ont été distingués avec moins d'1 gramme de protéinurie ou plus d'1 gramme de protéinurie à la baseline, témoignant déjà d'une glomérulosclérose. Et vous voyez que les évolutions rénales sont un peu différentes. Et les malades qui ont moins d'1 gramme de protéinurie ont un déclin de la fonction rénale entre -1 et -2. Chose importante, on était ici sur des patients majoritairement avec forme classique de la maladie de Fabry. Et donc c'est important, et je pense qu'un des messages que je veux vous faire passer, c'est que dans nos lectures futures, il faudra vraiment qu'on ait un œil critique sur l'évolution de la fonction rénale de nos patients
est traitée, parce que les patients à forme cardiaque prédominante, on peut s'attendre à une fonction rénale stabilisée ou avec un déclin quasi physiologique comme Cockcroft-Ego avec -1 de clairance par an. En revanche, chez les patients qui ont des formes classiques avec -5 ou -8, on peut imaginer qu'il y ait éventuellement des déclins plus importants, d'où l'intérêt de regarder aussi quel était le déclin de la fonction rénale avant l'intervention thérapeutique. Et donc, en synthèse, les études à long terme, que ce soit avec les 2 enzymothérapies, nous disent qu'il est fondamental d'arriver tôt avec des dégâts non irréversibles. Et donc, c'est l'étude de Raphaël Schiffman et de Rouen. Vous voyez qu'on est sur des papiers qui ont pas loin d'une dizaine d'années. On a proposé de façon collaborative avec des auteurs de différents pays de regarder des critères précoces de mise au traitement avec une méthode Delphi. Donc ça veut dire que la quinzaine de collègues, on a fait 3 tours de Delphi pour essayer de trouver des choses pertinentes, de rajouter des choses et de retirer des choses non pertinentes. Ces travaux sont en open access. Je fais juste le corollaire et ce deuxième papier que l'on a fait, où par exemple en restant sur le rein, Dera Linux et collaborateurs nous disent que si on regarde les guidelines nationaux, nous on en avait fait en 2006 en France, les Suisses avaient fait à peu près en même temps, il y en a d'autres pays qui sont sortis depuis, je passe Finlande et Australie, vous pourrez retrouver ça dans le papier qui est aussi en open access, pardon, il faut que je revienne. Voilà ici. Donc on a ici, donc on va se baser sur l'histologie, sur la protéinurie, sur le DFG et puis sur, bien entendu, si le patient est dialysé ou transplanté, il y aura probablement une nécessité de poursuivre le traitement parce que même si le malade est greffé, l'enzymothérapie produite par le greffon n'est pas suffisante pour faire une clairance des substrats et ça c'est connu depuis une trentaine d'années. Comment on choisit maintenant entre enzymothérapie et chaperon ? Donc on a dit tout à l'heure que le chaperon n'était disponible que pour environ 30% des patients. Il me semble important de distinguer les formes classiques de la maladie de Fabry et les formes cardiaques prédominantes. Dans les formes multi-organes, donc on va dire le Fabry full-blown ou old school, c'est environ que 20% des malades qui sont chaperons éligibles. En revanche, pour les mutations N215S ou F113L, pour citer 2 exemples dont on a parlé tout à l'heure, ces 2 mutations sont éligibles au chaperon et donc on est plutôt sur environ 2/3 des patients qui sont éligibles. Donc ça veut dire que le cardiologue qui fait un diagnostic de maladie de Fabry sur une CMH a majoritairement, si c'est une forme cardiaque prédominante, plus d'une chance sur 2 de pouvoir proposer les 2 traitements, les 2 alternatives thérapeutiques à son patient ou à sa patiente. Prenons un exemple donc, de lundi dernier, donc Monsieur G, originaire de Guimarães au Portugal, donc ça vous renvoie à la présentation précédente. Il a 52 ans, il a une cardiomyopathie hypertrophique limite, il est à 12-13 mm, donc il n'est pas extrêmement épais, et se pose la question d'un traitement. En fait, tous les examens sont rassurants. L'IRM cardiaque retrouve un T1 à 828, donc très abaissé. Et donc, sur l'ensemble des données et sur les données de la littérature, on est plutôt sur un accès précoce et sur un traitement précoce préventif. Et donc voilà ce qui est décidé, avec après une notion importante qui est la décision médicale partagée. Et ça, la haute autorité de santé nous y incite depuis une dizaine d'années, avec ce qu'on sait de l'évidence-based médecine, l'expérience du médecin qui a le patient ou la patiente en face de lui, et puis le patient ou la patiente qui dit voilà, vous m'avez parlé de l'enzymothérapie, vous m'avez parlé du chaperon. J'insiste sur une chose, c'est qu'il n'y a jamais d'urgence, et peut-être que Vladimir insistera là-dessus. On a le temps de la réflexion, on peut décider de traiter 2 mois après, c'est pas imminent de décider le traitement. On a aussi des patientsuporty.com, on en a créé un avec un groupe collaboratif avec 26 questions que l'on peut faire et suivre le patient avec. Et ça, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est les patients qui l'ont créé, donc avec leurs symptômes. Et pour finir, donc les perspectives que je vois, donc comme j'ai insisté, je pense qu'il faut diagnostiquer tôt, en particulier en faisant les enquêtes familiales. Il faut surveiller puis traiter tôt, donc ça veut dire qu'un ou une patiente non traitée, il faut insister sur l'importance de voir au minimum les gens tous les ans et de faire les examens, comme par exemple Patricia Réan vous l'a précisé tout à l'heure, avec un suivi régulier. Il faut évaluer les malades sur les différentes atteintes d'organes, et puis
il est important de dire ça, et je pense que les commissions de transparence et les tutelles vont nous challenger sur cette question-là que j'ai mise en rouge, c'est qu'à ce jour, malheureusement, et plus de 20 ans après l'apparition des enzymothérapies, il n'y a pas de preuve d'augmentation de l'espérance de vie à ce jour sous enzymothérapie, et on n'a pas non plus de preuve d'espérance de vie, on n'a que 6 ou 7 ans de recul sous la molécule chaperon. Un autre point, et Foudil Lamari a bien insisté sur l'utilité du lysogb3, qui est un très bon outil diagnostique, mais à la fois Talbot, qui est le groupe de Cathy Nichols à Melbourne en Australie, et Daniel Bichet, qui est néphrologue au Canada, ont insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de corrélation entre l'évolution du taux de lysogb3 et les événements cliniques des patients. Le deuxième papier est plutôt centré sur le chaperon. Je ne donne pas plus de détails. Donc je vous remercie de votre attention. Vous avez ici nos coordonnées, et on fait bien entendu des réunions de concertation pluridisciplinaires auxquelles l'ensemble des collègues sont les bienvenus. Merci beaucoup Olivier. Donc encore une fois, vous pouvez vous poser vos questions sur les iPads, enfin en direct, pardon, excusez-moi, et on les transmettra. Alors, il y a beaucoup d'informations. Moi j'avais quelques questions. Déjà, là j'étais surpris sur le cas clinique de l'homme de 52 ans qui a une CMH. La question se pose là du traitement, il faut le traiter. Il faut le traiter, oui. Et l'homme, on traite quasi tout le temps, systématiquement. Est-ce que... Alors lui, il a été diagnostiqué, son frère est déjà traité. Ouais. Il est venu un petit peu plus tard sur l'enquête familiale justement. Il est venu, il hésitait un petit peu à se faire traiter, et puis il a été hospitalisé 24-48 heures pour refaire un point global sur sa maladie. Même si on est sur des formes cardiaques prédominantes, il est quand même important de regarder l'ensemble des autres atteintes. Ouais. Et on lui a dit, pour nous, il nous semble important de vous traiter. On lui a laissé le délai de réflexion, on lui a parlé des 2 traitements. Et 2 mois après, je l'ai revu en consultation, il a dit j'ai réfléchi, je veux être traité. Donc on a débuté. Et en l'absence de CMH chez lui? Alors avec un T1 ABC, ça aurait posé la question. En fait, il est F113L, donc on sait que ces malades-là vont probablement in fine s'épaissir et probablement développer, en tous les cas avoir une majoration du trouble rythmique. Donc c'est vrai qu'avec un septum à 10 par exemple et une paroi postérieure à 10, avec un T1 à 850, je pense que la question est pertinente. Après, il faut laisser le choix au patient. Et des fois, le patient dit « je ne suis pas prêt et je préfère attendre un an ». Mais ça, tu vas peut-être en reparler derrière. Non, mais même sur ce cas-là précisément, par exemple, là c'est un patient relativement jeune finalement, oui. Mais il faut vraiment se rendre compte qu'aujourd'hui, on n'a pas de preuve d'augmentation de l'espérance de vie, oui. Et que du coup, vraiment, l'âge et le phénotype vont jouer dans la décision de mise sous traitement et évidemment, la mutation aussi. Okay. C'est-à-dire que proposer un traitement par perfusion intraveineuse tous les 14 jours, c'est pas la même chose que proposer un traitement PEROS. Et si on découvre la maladie à 70 ans, débuter une perfusion intraveineuse tous les 14 jours dont on ne connaît pas l'efficacité, c'est discutable. Donc c'est pas parce qu'on trouve une maladie de Fabry avec des symptômes qu'on va forcément débuter un traitement. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus et donc il faut vraiment, c'est des choses qu'on discute au cas par cas au cours du RCP et on est en train justement de discuter de la qualité de vie de ces patients et c'est une étude qu'on va mener là pour voir si vraiment il y a éventuellement quelque chose, il y a un bénéfice à ce traitement. Après, il y a 2 points. Effectivement, on n'a pas d'étude de mortalité. Cela dit, on sait que c'est de la maladie rare et que c'est peut-être compliqué d'avoir des effectifs suffisants. Donc l'aspect qualité de vie est important, je crois voilà. aussi. Alors vraiment, l'âge est important. Hein. Ok, ouais. Oui, parce que le traitement aussi peut impacter la qualité de vie. Hein. On a parfois aussi par exemple des hommes de 75 ans qui sont diagnostiqués, qui ont déjà un pacemaker ou un défibrillateur. Et donc, la question se pose d'autant plus de l'utilité d'un traitement spécifique, dans le sens où ils ont déjà un traitement anti-arythmique et un pacemaker en place. Donc, la prévention, je dirais, alors c'est questionnant. Enfin, c'est des questions complexes et on n'a pas les réponses, comme tu l'as dit. Et d'ailleurs, quelle est l'efficacité du traitement sur la réversibilité au niveau de l'organe, que ce soit le cœur, le rein ou autre? Est-ce que sur le cœur, le cardiologue doit s'attendre à une régression de l'hypertrophie, ou je veux dire une normalisation de la cardiomyopathie sur le plan morphologique et fonctionnel? Et le rein, de la même chose. Est-ce qu'on arrive à tarir la protéinurie Alors, les 2 traitements, que ce soit les 2 enzymothérapies ou la molécule chaperon, à ce jour, sauf chez certaines sous-populations féminines, n'ont pas d'action sur la protéinurie. Donc ça n'agit pas sur le taux de protéinurie. Au mieux, ça stabilise la fonction rénale.
Donc on stabilise la fonction rénale au mieux, au prix de faire une association non seulement d'un traitement spécifique, mais aussi de tous les traitements néphroprotection. Il a été évoqué les glyphosines tout à l'heure, mais ça fait partie de... Là, je ne veux pas dévoiler ta présentation. Après, je dirais que sur le cœur, ce que l'on sait, c'est qu'un cœur qui a 20 mm de septum, on descendra peut-être à 16, mais j'ai jamais vu de malade à 20 qui redescende à 12. Okay. Pour une raison simple, c'est que je pense qu'il y a de la fibrose irréversible, et en fait, il y a des données histologiques qui corroborent ça. En revanche, on a, avec les 2 traitements, des malades qui passent de 14 à 12, et après on a l'impression qu'on stabilise un petit peu les choses. Ce que je ne sais pas, avec la molécule chaperon, on a vu, mais avec des reculs sur une trentaine de malades, avec des reculs à 18 mois, 2 ans, on a vu qu'il y avait une diminution de l'épaisseur qui continuait, semble-t-il, un petit peu après. Est-ce que ça va continuer? Je n'ai pas d'études au long cours. Après, ça pose la question de savoir est-ce que le tissu myocardique est peut-être différent que des formes cardiaques, entre les formes cardiaques prédominantes et les formes full-blown Fabry disease, c'est peut-être pas le même myocarde, donc ça je ne sais pas. Et il y a une deuxième chose qui est jusqu'où la réversibilité peut aller, et ça on n'a pas encore beaucoup de recul avec le chaperon. Alors c'est la question effectivement qui nous était posée en direct, c'était est-ce qu'on arrive à stabiliser la pathologie? On la stabilise, mais tout dépend du moment où on l'attaque. Et il y a un point de non-retour qui existe aussi bien sur le rein que sur le cœur. Sur le système nerveux central, on n'a pas non plus, sur l'audition, c'est un autre exemple, mais que tu vas peut-être aborder. Et peut-être rapidement, parce que c'est important, vous l'avez abordé, qui traite aujourd'hui et qui peut amorcer le traitement? Alors, vous avez abordé les RCP, oui. Donc on est d'accord que ce n'est pas une personne qui prend une Normalement, c'est une décision collégiale. Les centres de référence ont le droit de valider le diagnostic et le traitement auprès de la CNAM et du Comité national d'experts 17e maladie. Après, un médecin, la loi française, c'est on a le droit de traiter un patient avec maladie de Fabry si on a une compétence en maladie métabolique. Le terme est assez large, donc ça veut dire que si je traite 10 diabétiques, en gros, rien ne m'empêche, potentiellement sur les textes, de traiter. En général, la plupart des discussions thérapeutiques se font quand même dans le cadre des RCP, et je pense que les centres de référence sont là pour ça. Et on voit que le sujet est complexe, et ça mérite une RCP. Ouais. Tout à fait. On va peut-être pouvoir passer à la dernière présentation. Ben merci. Donc Vladimir, je suis très content donc tu travailles dans le service. Donc Vladimir Mohin, MD, PhD, centre de référence maladie osomale, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci. Donc il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, donc je vais essayer de ne pas faire de réédite, même si malheureusement je crois qu'il y en a un petit peu. Je vais essayer d'éclaircir et puis d'élargir les conflits d'intérêts. Donc ça a bien été dit, la maladie de Fabry, c'est 2 grands phénotypes classiques et non classiques. Le Fabry classique, donc une incidence 1 sur 22, 1 sur 40 000, qui est vraiment multi-organes. On parle du coup, dans le Fabry classique du rein, on parle de l'atteinte neurologique centrale avec les AVC, les troubles cognitifs, ça a été abordé, la démence, qui est de plus en plus fréquente chez nos patients. Et évidemment de l'atteinte cardiaque qui est le sujet principal aujourd'hui, mais nous, ce que l'on voit chez nos patients, c'est tout le reste. Les angiochératomes qui sont relativement précoces, les acroparesthésies, on en a parlé, ces fameuses douleurs, les troubles intestinaux qui peuvent être majeurs et vraiment au premier plan, ces troubles fonctionnels intestinaux totalement banaux avec des douleurs, des troubles digestifs, cette intolérance à l'effort avec une hypoinanidrose et puis l'atteinte ophtalmologique qui est totalement asymptomatique, il faut le rappeler, le patient ne va pas s'en plaindre, qui pour nous a vraiment une utilité par son caractère pronostique, puisqu'on a remarqué que les patients qui avaient une cornée verticillée, lorsqu'elle était associée avec des antécédents d'acroparesthésie, permettait de les classer dans le cluster Fabry classique et donc du coup de craindre malheureusement une atteinte rénale, une atteinte plus sévère. Et puis également cette atteinte ORL caractérisée à la fois par une atteinte cochléaire et vestibulaire avec une hypoacousie, des acouphènes qui peuvent être vraiment très importants et très gênants, également des vertiges. Et puis trop souvent on oublie, mais ça a déjà été mentionné ce matin, enfin plus tôt, les phénomènes psychiatriques, psychologiques avec anxiété, dépression. Mais aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui le message est clair et grâce aux cardiologues, on voit vraiment de plus en plus de patients qui ont un phénotype non classique. Maintenant, c'est vraiment quasiment du 1 pour 10. Donc le Fabry non classique,
c'est cette atteinte cardiaque, mais également vous allez pouvoir avoir une suspicion lorsqu'on a des anomalies ORL, souvent des acouphènes, une hypoacousie et parfois des vertiges. Donc il faut penser à la maladie de Fabry devant cette présentation-là. Et lorsqu'on parle d'intolérance à l'effort, souvent on avait des questions là, avec l'intolérance à l'effort, les acroparesthésies. Aujourd'hui, c'est minoritaire chez nos patients, puisque la plupart des patients maintenant sont non classiques. Donc les questions de sport se posent peut-être un petit peu moins. Et c'est vraiment, nous, finalement, on va demander au cardiologue si on a le droit de prescrire du sport à nos patients. C'est plutôt vous qui avez la réponse, plutôt que nous. On va vous demander l'autorisation. Donc la différence, elle a déjà été faite. Donc une activité alpha-galactosidase A qui est généralement plus élevée que celle des patients classiques, un lyso-Gb3 qui est en général plus bas, donc un marqueur qui est moins élevé. J'ai mis de façon empirique, ça c'est purement mon expérience, je mets un cut-off à 15 nanomolaires, en tout cas dans notre laboratoire, enfin dans le laboratoire avec lequel on travaille principalement, qui est celui de Foudy-Lamarie, et vous voyez du coup cette incidence qui est vraiment différentes. Mais c'est important vraiment de rappeler cette différence phénotypique parce que ça va être essentiel pour la prise en charge. En effet, les principes généraux de prise en charge qui sont rappelés dans ce PNDS qui est relativement clair et court, donc qu'on peut feuilleter facilement, rappellent les principes généraux que sont une prise en charge qui va être basée sur la prévention, à la fois personnelle et familiale, sur l'éducation du patient, qui peut être une éducation personnelle, mais également réalisée sous forme d'ETP. On va avoir des principes généraux curatifs, on en a déjà parlé un petit peu, on va en reparler après. Et cette prise en charge, elle est vraiment personnalisée. Le phénotype, j'en ai parlé, l'âge, on en a parlé dans la discussion précédemment, le sexe, on en a parlé, puisque phénotype, âge, sexe, le pronostic est vraiment différent, la prise en charge, la surveillance, la proposition de traitement va être différente et également en fait va être différente en fonction à la fois du variant mais également de l'atteinte familiale. Il y a à la fois le vécu psychologique, le vécu historique au sein d'une famille qui va pouvoir jouer, inciter à mettre ou non un traitement. Et il faut rappeler qu'on traite avant tout un patient et pas une maladie et donc les attentes des patients sont des fois souvent voire totalement dissociées de celles des médecins. Aujourd'hui, cette prise en charge, donc, elle est liée également au phénotype qui est souvent corrélé à la génétique. Il ne faut pas oublier l'importance de l'analyse génétique et de la critique de cette analyse. On a déjà parlé des variants. Il faut savoir être critique sur le rendu des résultats. Et donc, savoir si un patient a un variant, un polymorphisme qui ne va pas être associé à une maladie, il faut savoir lui dire « stop, on arrête là, vous n'avez pas de maladie de Fabry ». Mais il faut savoir également l'orienter et orienter son suivi en fonction du variant. Ça, c'est affaire de spécialistes et vraiment, il faut avoir des généticiens associés pour pouvoir faire le travail grâce aux bases de données. Quel est le rythme de surveillance générale? En général, on voit les patients de 6 à 12, tous les 6 à 12 mois. Ça, c'est les patients qui ont une maladie de Fabry d'âge moyen à partir de 25-30 ans. Plutôt, on peut espacer, notamment chez les femmes, ça peut être tous les 2 ans. C'est, encore une fois, selon les symptômes, l'âge, le sexe, le phénotype. Et puis, à partir de quel âge? On a souvent évoqué le 18 ans, mais en fait, et notamment lorsqu'on a un phénotype classique, aujourd'hui, on l'a déjà abordé un petit peu, l'idée c'est de dépister tôt pour diagnostiquer tôt pour pouvoir mettre un traitement parce que si le traitement fonctionne, c'est lorsqu'il est introduit avant un point de non-retour et donc du coup on est aujourd'hui enclin à dépister des jeunes enfants en tout cas pour pouvoir les suivre et éventuellement déclencher le traitement. J'ai axé mon topo sur une vision un peu patient et du coup j'ai pas mis les priorités médicales en avant. Ce qui gêne le patient, pourquoi les patients viennent nous voir et pourquoi ils râlent. Les douleurs neuropathiques, les douleurs abdominales, les troubles ORL, donc acouphènes, hypoacousie, surdité, et puis parfois, même si souvent ils ne s'en plaignent pas vraiment, les angiokératoses qui nous servent davantage au diagnostic. Concernant les douleurs neuropathiques, les acroparesthésies, on peut évidemment donner le traitement, et ça, il y a l'AMM pour débuter un traitement par enzymothérapie substitutive sur des douleurs neuropathiques.
Néanmoins, ce n'est pas forcément le traitement qui va être le plus efficace. Et aujourd'hui, dans les douleurs neuropathiques, on va être tenté de toute façon de mettre ce traitement spécifique parce que ça va être annonciateur, comme je l'ai dit, d'une maladie probablement rénale associée, mais ce n'est pas ça qui va soulager le patient, et on va quand même lui donner des traitements spécifiques de la douleur neuropathique, que ce soit des antiépileptiques, des antidépresseurs, et on va suivre finalement les recommandations. Ici, je vous ai mis les recommandations de la Société médicale des médecins algologues. On fait exactement pareil, donc avec des antidépresseurs tricycliques ou de la duloxétine. On suit les recommandations et en fonction de la tolérance des patients. Et très rapidement, on peut orienter le patient vers des médecins, donc médecins algologues, qui vont pouvoir élargir la prise en charge avec de la psychothérapie, éventuellement il y a des patients qui ont de l'auriculothérapie, de l'hypnose, du TENS. Tout ça, c'est utile, c'est bon à prendre si le patient est douloureux, puisque ça va vraiment perturber leur qualité de vie. Et c'est des patients qui, je le répète, quand ils ont ces douleurs, sont relativement jeunes. Donc c'est des patients qui sont scolarisés. Ça perturbe complètement leur évolution, leur entrée dans la vie. Ce qui perturbe de façon majeure également la vie sociale des patients, c'est étonnamment les douleurs abdominales, les troubles fonctionnels intestinaux qui peuvent être vraiment au premier plan et pour lesquels on est relativement démunis. Des fois, c'est assez hallucinant. C'est vraiment, on peut avoir un cœur épais, une grosse protéinurie. Le patient, ce dont il se plaint, c'est sa douleur au ventre. Tous les jours, ce qui le réveille, c'est la douleur au ventre. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Le traitement spécifique, ils ont été essayés, ils ne sont pas forcément très efficaces. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on fait des consultations avec une diététicienne qui va proposer des régimes pour éviter les ballonnements. C'est des petits outils, mais qui parfois, juste déjà de prendre le temps de l'écouter, ça va permettre de prendre en charge ces symptômes. Il a été essayé avec efficacité un régime avec des low FODMAPs, c'est un petit peu à la mode. En gros, on évite les aliments qui fermentent. C'est efficace à 86% d'après des papiers, mais l'adhérence est de 13%. Donc voilà, c'est un régime assez compliqué. Quand on y arrive, ça marche. Bon, il y a peut-être un biais de sélection. Sinon, ce que j'ai essayé également, l'alpha-galactosidose galactosidase A orale, en fait, qui existe, qui est non remboursée, mais qui existe en pilule dans des compléments alimentaires. C'est un traitement déjà de base, des troubles fonctionnels intestinaux, et il y a une équipe allemande qui l'a testé. Moi, je l'ai testé actuellement là, chez 2 patients. Bon, ils ont l'air satisfaits. Est-ce que c'est juste parce que je les prends en charge? Je ne sais pas. C'est pas remboursé. Ça coûte une trentaine d'euros quand même par mois. Okay. Non, c'est pas du tout le même prix. J'ai commencé à m'inquiéter. Donc voilà, c'est des petits outils. Encore une fois, rien que le fait d'écouter le patient et de le prendre au sérieux pour une atteinte qui souvent est banalisée par le médecin, ça améliore aussi l'adhérence du patient pour l'ensemble de la prise en charge. Les troubles ORL, les troubles ORL, on n'a pas beaucoup de solutions. Il n'y a pas d'études qui étudient l'efficacité des traitements spécifiques dans l'atteinte ORL de la maladie de Fabry. Et comme vous le savez, pour les acouphènes, on n'a pas grand-chose de très efficace. Il y a des appareillages qui existent, l'efficacité, selon les patients, est très discutée, très discutable. Quoi qu'il en soit, il est de bon ton de faire un dépistage initial et une surveillance avec au moins un audiogramme. Il faut savoir quand même que les hypoacousies peuvent être source de perturbations dans la vie sociale, et donc il est bon de les dépister et puis de les traiter. Les apparillages fonctionnent. Pour les vertiges, de la même manière, on peut proposer de la kiné, pas de révolution. Et puis pour la peau, c'est rarement une demande, mais parfois ça arrive. Donc les angiochératomes, souvent, je le répète, les angiochératomes, souvent dans les études, c'est associé à un phénotype classique sévère. Néanmoins, c'est très souvent confondu avec des angiomes, des taches rubis assez bénignes qui viennent avec l'âge. Donc c'est pour ça que dans les études, on ne peut pas trop se fier à l'angiokératome. Quoi qu'il en soit, si c'est une plainte, on peut les traiter par laser avec des médecins esthétiques qui vont vous faire ça. Rarement un gros problème. Les inquiétudes des patients, c'est souvent la transmission, le dépistage familial. On en a déjà parlé, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en charge, et c'est pour ça que je l'ai mis dans la prise en charge du patient extracardiaque.
De la même manière, le questionnement sur le projet de parentalité, c'est au premier plan chez nos patients qui sont encore asymptomatiques qu'on va surveiller. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est s'ils peuvent avoir un enfant. Et donc ça, on en a déjà parlé, mais en gros, c'est consultation avec un généticien ou un conseiller en génétique et une orientation après vers le CPDPN pour éventuellement choisir en fonction du projet familial et du projet du couple. Ce qui gêne le médecin maintenant, ce que vous attendiez peut-être en avant, c'est l'atteinte rénale. Je vais parler après de la prévention cardiovasculaire, de l'atteinte neurologique centrale et de l'ostéoporose. On a déjà vu cette diapo, donc Olivier l'a déjà abordé. Ce qui est important de voir, donc de rappeler, c'est que lorsqu'on a une protéinurie, eh ben malheureusement, on a l'impression que tout est déjà là. Peut-être que probablement on arrive trop tard. Hop. Et donc, toute l'idée de la prise en charge de la maladie de Fabry aujourd'hui, c'est d'arriver à dépister, diagnostiquer la maladie et de débuter un traitement avant l'arrivée de cette protéinurie. On ne pourra pas avoir un bénéfice, on ne peut pas espérer un bénéfice sur la créatinine, sur la clairance rénale, si on arrive après le développement de la protéinurie, et je dirais même avant le développement d'une albuminurie. Aujourd'hui, la protéinurie s'est dépassée, il faut aller à l'albuminurie, il faut vraiment que ce soit plus précoce. Donc aujourd'hui, l'albuminurie, c'est c'est notre IRM rénal, quoi. C'est-à-dire, nous, quand on a un patient qui est asymptomatique, on va faire l'IRM cardiaque pour voir s'il y a déjà un hypo T1, et l'albuminurie pour voir s'il y a une atteinte rénale infraclinique. Et ça va nous donner des signes pour débuter un traitement. S'il n'y a pas d'autres symptômes, évidemment. Donc, que dit le PNDS? Le PNDS, on l'a déjà abordé, hein, il dit des choses assez simples. Il dit de la créate, il dit du iono, de la glycémie. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller s'assurer que le patient ne va pas développer de comorbidité ou d'atteinte rénale, donc pas de diabète, pas de dyslipidémie. Et effectivement, c'est ce qu'on fait en pratique. On va contrôler en plus le poids. Je rajoute du coup le lysogB3 dont on a déjà parlé. Et voilà. Donc les enjeux, introduire un traitement spécifique dès l'apparition d'une microalbuminurie. On a parlé un peu des glyphosines, on n'a pas encore de recul, mais c'est vrai que c'est un espoir, en tout cas pour le rein, c'est un espoir, je crois aussi pour le cœur, donc il faut qu'on fasse des études là-dessus. Sans discussion. Et puis, voilà, il faut savoir surveiller peut-être de façon plus resserrée lorsqu'on voit que la créatinine commence à monter. Je vous rappelle l'évolution du rein, c'est d'abord hyperfiltration, albuminurie, hyperfiltration, puis début de décroissance. Donc une hyperfiltration, ça doit déjà être un petit peu évocateur d'une néphropathie. Savoir appeler le collègue néphrologue dès qu'on a un doute, parce que assez tôt, il va falloir discuter des protocoles de suppléance, que ce soit dialyse ou transplantation, et pour informer, éduquer le patient à l'hygiène rénale, hein, éviter la prise de protéines lorsqu'on est un jeune homme qui veut se muscler, c'est quelque chose qui nécessite une certaine éducation, et puis évidemment éviter le syndrome métabolique ajouté. Concernant l'atteinte neurologique centrale, on en a un petit peu discuté tout à l'heure, il n'y a pas de prise en charge particulière. Moi, ce que j'ai observé dans la cohorte française, c'est qu'il y a deux pics au niveau des accidents vasculaires cérébraux. Il y a les accidents vasculaires cérébraux précoces qui sont liés à une endotéliopathie probable, qui n'est pas liée à des troubles du rythme, mais il y a aussi une part d'accidents vasculaires cérébraux plus tardives, qui vraisemblablement est quand même lié à des troubles du rythme cardiaque. Et donc le choix antiagrégant versus anticoagulant va peut-être se jouer là-dessus. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de prise en charge, spécifique dans le cadre de la maladie de Fabry. Ce qui est important, c'est que le patient, il ne faut pas qu'il arrive comme malheureusement ça nous est encore arrivé cette année, la patiente qui m'envoie un mail au bout de 3 jours parce qu'elle a du mal à parler. Donc, et malheureusement, je lui avais déjà dit que si, parce que malheureusement c'est une récidive, si on a une symptomatologie neurologique brutale, c'est pas moi qu'il faut appeler, c'est le 15. Donc c'est un message simple, mais c'est un message qu'il faut vraiment véhiculer. Le traitement de l'atteinte neurologique centrale en aigu, c'est le SAMU.
qui va aller directement envoyer les patients en centre spécialisé. La carte d'urgence peut aider, notamment chez les patients jeunes, qu'on peut des fois ne pas prendre au sérieux. Et donc, il faut éduquer le patient à sensibiliser l'urgentiste qui va être au téléphone, comme quoi, même s'il a 22 ans, il peut faire un AVC puisqu'il a une maladie de Fabry. Donc ça, c'est important. On fait pour ça des fiches orphanettes urgence pour que l'urgentiste, de son côté, puisse avoir cette information-là. Et donc, importance de l'observance en fonction du traitement antiagrégant et anticoagulant. De la même manière, l'atteinte neurologique centrale, c'est aussi désormais dépister les troubles cognitifs et donc faire des bilans neuropsychologiques, c'est important. C'est important pour la prise en charge symptomatique, pour la prise en charge sociale, pour l'entourage et puis éventuellement pour des décisions thérapeutiques. Concernant une autre atteinte qui est parfois banalisée, c'est l'ostéoporose. On sait que les patients ont un risque accru d'ostéoporose, c'est multifactoriel. Il y a peut-être une atteinte propre, il y a l'atteinte rénale, il y a une activité physique qui est limitée. Et donc, du coup, très facilement, il faut aller évaluer les apports calciques. Il y a des questionnaires comme celui du Griot qui sont disponibles, très faciles à remplir sur Internet. Demander des antécédents familiaux, traiter, dépister pour traiter. Et enfin, ça a été un peu abordé ce matin et vraiment, c'est vraiment fondamental, la prise en charge du dépistage et retentissement psychiatrique qui est vraiment d'origine multifactorielle. Du fait de l'errance diagnostique, du fait du vécu familial, éventuellement des deuils familiaux, du fait de la culpabilité de la transmission génétique, nos patients sont anxieux, nos patients sont souvent des idées noires, il faut les écouter, il faut prévenir, il faut dépister, avoir recours aux psychologues et aux psychiatres. Le traitement spécifique, ça n'a pas vraiment été étudié là-dedans, donc je n'ai pas de réponse. Quoi qu'il en soit, il faut facilement aller tirer la sonnette d'alarme. Concernant la prise en charge sociale, on en a déjà parlé, LD17 100%. Les associations de patients, c'est fondamental, donc associations de patients de maladies de Fabry, mais également vaincre les maladies lysosomales qui peuvent être d'un grand recours et d'un grand secours. En conclusion, parce que le temps tourne, vous avez vu que la prise en charge extracardiaque, elle doit être régulière, elle doit être attentive, elle doit être multidisciplinaire. Vraiment, donc nous, on est internistes, on est souvent au milieu de plein d'interlocuteurs différents. Vous êtes de plus en plus en première ligne. Et nous, après, on fait le réseau avec les conseillers en génétique, les généticiens, les psychologues, les psychiatres, les ORL, les médecins de la douleur. Voilà. On est là, on est disponible. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette présentation effectivement complète et sur laquelle je retiens effectivement l'intérêt quand même d'une prise en charge multidisciplinaire parce qu'on voit que c'est vaste. Donc on a atteint l'heure. Peut-être juste, il y avait une question à laquelle je vous laisse répondre tous les deux sur le chat. Et ensuite, il y a une question sur effectivement à partir de quelle pente de DFG parle-t-on de stabilisation de la fonction rénale dans la maladie de Fabry? Enfin, comme tu veux, hein, mais on considère qu'il y a une pente physiologique de décroissance du DFG qui est environ -1, des fois -2, on dit millilitres minutes par année. Donc on essaye que cette courbe soit la plus horizontale possible, en tout cas qu'on arrive à une stabilisation à -1, ça serait l'idéal. Malheureusement, en fait, quand on parle stabilisation, ça veut dire qu'il y a déjà une perte. Donc quand il y a une perte, malheureusement, ce que j'ai dit, c'est que quand il y a une atteinte rénale, c'est foutu, en gros. Enfin, je suis désolé, mais c'est... Donc, il va falloir travailler sur les IEC, les ARA2, les glyphosines. On va quand même mettre le traitement spécifique davantage pour soigner le cœur et éviter, parce que généralement, le cœur arrive un petit peu après, pour sauver le cœur et peut-être redresser un peu la courbe. Mais malheureusement, c'est déjà un petit peu tard. Pour illustrer, un patient de 40 ans pris en charge il y a 20 ans, 150 micromoles de créatinine, il était à peu près 1,50 g de protéinurie. On a mis tout ce qu'on avait, c'est-à-dire enzymothérapie et néphroprotection maximale. Là, on arrive au bout de 20 ans. On a peut-être changé la pente de son déclin, donc là, il est sur une liste d'attente pour être greffé, mais il va quand même être greffé à 60-64 ans. Donc ça fait partie des... Donc traiter tôt, quoi. Traiter tôt. Et ça peut malheureusement aller plus vite, c'est-à-dire que j'ai un patient de 36 ans à peu près, il s'est dégradé en 4 ans parce que il est jeune, il voulait impressionner, il faisait de la musculation, il prenait des protéines, il n'a pas du tout suivi les recommandations, il ne prenait pas les IEC parce que trouble érectile. Voilà, on m'a dit que c'était rare, malheureusement c'était son cas. Donc du coup, il a planté complètement son rein. Donc aveu d'échec. Ok, merci beaucoup. On va pouvoir laisser le mot de la fin à Philippe Charon pour conclure cette longue journée.